Bonjour, je m'appelle Célestin Poutou, je suis le président de l'association des juristes congolais de la diaspora, Juris Congolais ASBEL, une association qui s'occupe de la défense et de la promotion des droits de l'homme. Aujourd'hui, je vais vous parler de la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Depuis le 10 décembre 1948, date de la consécration de ce qui était au départ une pensée philosophique et politique, les droits de l'homme sont devenus une affaire qui concerne la communauté internationale dans son ensemble. C'est dans ce sens qu'ont été créés les tribunaux pénaux sur le Rwanda et sur l'ex-Yougoslavie pour juger les criminels de ces crimes odieux. Cependant, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Parmi ces voix, celle du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, qui s'est lancé dans ces combats au prix de sa propre vie, qui a été entendu au niveau des institutions européennes. Quelles sont les chances d'aboutir à la création d'une telle juridiction internationale et qu'est-ce que le gouvernement congolais, la société civile, qu'est-ce que nous devons faire pour aboutir à la création de cette institution? Pour répondre à toutes ces préoccupations, j'ai l'honneur de m'entretenir avec Maître Maryse Allier, avocate pénaliste, gestionnaire de la clinique du droit pénal international et du droit pénal européen à l'Université libre de Bruxelles. Professeure assistante du cours des droits humanitaires à l'Université Saint-Louis de Bruxelles, auteur de plusieurs publications sur le droit pénal international. Maître Maryse, bonjour. Merci de nous recevoir dans vos beaux bureaux qui sont situés sur l'avenue Louise, ici à Bruxelles. Merci beaucoup pour votre disponibilité et sollicitude pour cet exercice. La première question qu'on peut se demander, Maître Maryse, en 2 mots, c'est quoi la justice pénale internationale? En 2 mots, pour un concept aussi large, aussi vaste, je répondrai simplement que c'est l'idée que les auteurs de crimes graves ne puissent rester impunis, mais soient jugés, au contraire. Ah, merci. Et pourquoi un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo? Bien, comme vous le savez, la situation en RDC a été déférée par les autorités congolaises elles-mêmes à la Cour pénale internationale. Néanmoins, la Cour pénale internationale est fondée par le statut de Rome qui est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Et donc, la Cour pénale internationale n'est compétente que pour les affaires, enfin les crimes qui ont été commis après son entrée en vigueur, soit le 1er juillet 2002. Et donc, pour les crimes relevant notamment du mapping, donc de 1993 à 2002, mais aussi certains crimes commis ultérieurement, en fait, la juridiction pénale internationale, qui est la CPI, n'est pas compétente. Donc, il faut penser à une alternative sérieuse. Merci. Vous avez déjà été à l'est de la République démocratique du Congo et à Kinshasa aussi. Est-ce que vous comprenez pourquoi en ce moment les voix s'élèvent pour réclamer la création d'un tribunal pénal international pour ces pays? Tout à fait, parce qu'il y a énormément de crimes qui restent impunis. Donc je parlais de ceux de 1993-2002, mais il y a également, au jour d'aujourd'hui, des crimes qui continuent à être commis. Donc il faut absolument que le Congo prenne ses responsabilités. Pourquoi? Parce que l'article 17 du statut de Rome est très clair. La Cour pénale internationale est complémentaire des juridictions nationales. Et donc les États ont l'obligation, c'est le terme latin audedere aut judicare, donc soit de juger, de poursuivre, soit d'extrader. Et donc la Cour pénale internationale est fondée sur le mécanisme de complémentarité. Et donc la responsabilité première d'identifier, de poursuivre, de juger et concéder des réparations, de donner des réparations, c'est pas une concession, de donner des réparations aux victimes est une obligation nationale. On ne peut pas dire, moi je ne fais rien, la Cour pénale internationale va s'en occuper. Absolument pas. Et pourtant,
malgré tout cela, il y a toujours des critiques, selon une certaine doctrine, contre les juridictions internationales, surtout les tribunaux pénaux internationaux, par rapport en ce qui concerne la place des victimes surtout. Et quel est votre point de vue là-dessus? Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, en 2020, on ne peut pas penser une juridiction sans laisser une place extrêmement importante aux victimes. Les TPI, premièrement, donc devant les tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie, qui fonctionnent maintenant dans le cadre d'un mécanisme résiduel, eh bien, il n'y a aucune place pour les victimes en tant que partie civile, en tant que personne sollicitant une indemnisation. Il n'y a rien n'est prévu. En fait, les victimes, quand elles apparaissent, c'est uniquement quand elles sont citées comme témoins. Exactement. Et donc, ça a d'ailleurs été une grande critique puisque les victimes ne sont absolument pas prises en compte par les TPI ad hoc dont on vient de parler. Devant la Cour pénale internationale, les victimes ne sont pas parties au procès, elles sont participantes. C'est-à-dire qu'elles peuvent... C'est quoi la différence? Eh bien, la différence, partie au procès ou participants, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas s'exprimer de manière générale sur des points techniques, sur des aspects juridiques. Non, elles peuvent uniquement participer à la procédure, c'est-à-dire exprimer leurs vues et préoccupations. Donc ce n'est que quand elles ont un intérêt particulier à prendre la parole ou à déposer un écrit ou à faire appeler un témoin qu'elles peuvent le faire en fait. Donc c'est une différence, elles ne sont pas parties à la procédure, elles sont participantes. Par exemple, suspect demande sa libération, eh bien si c'est une libération, j'invente, sur le sol congolais, dans l'est de l'Ituri, eh bien, les victimes auront bien entendu un intérêt à exprimer des préoccupations par rapport à un éventuel retour au pays d'une personne qui est suspectée d'avoir commis des crimes graves et qui est poursuivie devant la Cour pénale internationale. Voilà un exemple parlant. Maître Maryse, pour éviter l'impunité et pour aider la justice congolaise à se remettre sur les rails, n'est-il pas préférable d'envisager une juridiction mixte en lieu et place d'un tribunal pénal international? Vous l'avez souligné dans votre élément de réponse bien avant. Oui, tout à fait, parce que un tribunal pénal international n'a pas une vocation, par exemple, comme la Cour pénale internationale, à s'inscrire dans une durée indéterminée. Pas du tout. La Cour pénale internationale est un organe permanent. Un tribunal pénal international eh bien, ne sera qu'un organe dont la fonction, le rôle, sera limité dans le temps, je le répète. Et donc, ça me paraît essentiel de réfléchir à long terme. C'est ça. Non seulement pour ancrer le travail des tribunaux, avoir un meilleur impact et s'inscrire dans la durée. Exactement. On peut, par exemple, faire un petit parallèle. Comparaison n'est pas raison, mais osons le parallèle avec la Belgique. Nous avons un résidu de compétences universelles et en 2019, eh bien, la Cour d'assises de Bruxelles a jugé Monsieur Neredze de crimes de génocide et de crimes contre l'humanité commis dans le cadre du génocide en 1994 au Rwanda. Et donc, c'est important que des années plus tard, on puisse continuer à juger les gens et si on dépend d'une juridiction ad hoc, eh bien, ce ne sera peut-être pas possible. Et comme au Congo, des crimes malheureusement continuent à être perpétrés aujourd'hui, c'est très important d'avoir une juridiction qui s'inscrive dans la durée et qui soit ancrée, c'est ce que je pense, en tout cas, dans le système local, dans le système interne. Donc, vous êtes parmi ceux qui pensent qu'il ne manque pas de compétences en République démocratique du Congo. Mais est-ce qu'il ne se pose pas un problème des compétences? Non, je pense que eh bien, tout un chacun, ce compris moi, on doit faire un effort au quotidien d'apprentissage et autres. Mais il y a déjà beaucoup
de jugements qui ont été rendus pour des crimes graves. Il y a une force vive au Congo et c'est important de ne pas non plus décentraliser ou désinvestir les juridictions congolaises d'un travail qu'elles ont déjà commencé. Je pense qu'il faut renforcer, aider, coopérer, échanger, comme par exemple le fait la RCA avec les chambres extraordinaires ou même le Cambodge qui fait œuvre historique quasi en jugeant des personnes qui ont commis des crimes sous le régime Khmer Rouge entre 75 et 79. Maître Marie Zalier, beaucoup de Congolais ont défilé devant la Cour pénale internationale. Je rappelle à ceux qui nous regardent que vous avez défendu la cause d'un compatriote au niveau de cette institution internationale. En même temps, sur le terrain, les atrocités continuent toujours. L'effet de dissuasion de la sanction pénale n'a pas suivi. Est-ce qu'on n'est pas là loin d'une justice qui se dit en dehors des réalités sur le terrain? Bien, il est clair que la Cour pénale internationale a pour vocation d'aider au rétablissement de la paix. Si on prend le cas de l'Ituri, on voit que la majeure partie des chefs d'accusation concerne une seule et même ethnie ou plusieurs ethnies, mais n'est pas non plus le reflet d'une poursuite équitable dans sa politique des différents crimes qui ont été commis. Ce qui a pour conséquence, en tout cas ce qui pourrait avoir pour conséquence, on n'a pas d'analyse claire à ce stade, eh bien, que la paix, la contribution à la paix annoncée par la Cour pénale internationale est sa paix à la base de par sa propre politique de poursuite, et ça, c'est dommage. Et à ce point de vue-là, dans d'autres contextes au Congo, des crimes sont commis, et donc ça me paraît essentiel parce que la Cour pénale internationale ne bénéficie pas d'une police, elle est liée aux États pour ce qui concerne la coopération, mais c'est très important d'avoir des juridictions de terrain qui travaillent avec les victimes, pour les victimes, qui font œuvre aussi, qui mettent en place des procédures équitables, justes, correctes pour juger les auteurs, de manière à avoir de réelles répercussions sur le terrain. Et donc c'est important que la RDC prenne en charge tout ce travail, qui est énorme certes, mais je suis sûre que la communauté internationale peut se mobiliser, apporter des moyens, et je ne parle pas uniquement de finances, je parle aussi de compétences, de connaissances, d'échanges, de meilleure protection des victimes, de responsabilisation en termes de réparation et autres. Donc vous êtes donc d'accord avec une certaine opinion, surtout du côté des Congolais, qui estiment que la Cour pénale internationale, ce n'est qu'un instrument des impérialistes pour s'asseoir encore en République démocratique du Congo, parce qu'il y a les faits qui sont là, il y a tellement des atrocités qu'au niveau du procureur, ça ne bouge pas. Il y a tant de dossiers qui sont là, mais seulement les dossiers qui les arrangent pour essayer un peu d'avancer avec ça. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord, je ne suis même pas du tout d'accord. Je ne pense pas que la Cour pénale internationale soit le reflet des volontés impérialistes. Il faut repenser les choses. C'est vrai qu'au niveau des États africains, on entend certaines voix qui s'insurgent contre le fait que la Cour pénale internationale poursuivrait majoritairement des suspects africains, mais il faut rendre à César ce qui est à César et constater qu'en fait ce sont les États africains eux-mêmes qui ont renvoyé une situation prévalant dans leur pays. Et c'est par exemple le cas de la République démocratique du Congo qui a renvoyé la situation prévalant dans son pays. Et premier élément. Deuxième élément, je pense que la procureure Fatou Bensouda travaille avec une énergie hors du commun et qu'on doit saluer. La Cour pénale internationale n'est pas là pour poursuivre tous les crimes. Encore une fois, je reviens à ce principe de complémentarité et la nécessité, l'obligation des États à
poursuivre les auteurs d'infractions graves. Mais en même temps, Maître Maryse, les implications politiques et diplomatiques ne sont pas à exclure. Les cas du procès Gbagbo, on a vu le monde entier assister à à ce qu'on peut appeler une certaine déconsidération de la CPI. Où est la crédibilité de cette institution pénale internationale? Même les cas de Jean-Pierre Bemba, arrêté pendant plus de 10 ans, une dizaine d'années, et puis à la fin, relâché parce que, en quelque sorte, c'est pas politique tout ça? Tout dépend de ce qu'on en fait. En tout cas, je pense qu'il y a une réelle volonté de poursuivre. Maintenant, j'ai toute confiance dans les magistrats de la Cour pénale internationale. Il faut savoir qu'en justice pénale internationale, on a cette idée de justice avec un grand J, mais en fait, on fait face à des procédures avec des petits P. Par exemple, si je prends la situation du Kenya, le procureur s'est trouvé bien démuni par rapport aux accusés à l'époque, puisque le procureur collecte les éléments de preuve dans le pays d'origine. Et donc s'est retrouvé finalement avec des ambitions de poursuivre des hauts Parce que, excusez-moi de vous couper là, on n'est pas là face à un aveu d'impuissance là. Le procureur qui s'est dit démuni, c'est un aveu d'impuissance quand même, quelque part. C'est un constat qu'on doit faire. Le procureur ne s'est pas dit « je suis démuni », je constate que oui, parce que de fait, je le répète, la Cour pénale internationale n'est pas une cour de terrain, elle n'a pas de police à sa disposition, elle dépend des États et il y a toujours des barrières à poursuivre certaines personnes. La réalité qui est vraie pour un système national, comment toucher les plus hauts responsables, est aussi applicable à la Cour pénale internationale. Et la Cour pénale internationale a certaines difficultés à poursuivre parfois les plus hauts responsables ou aller vraiment jusqu'à l'origine de la commission des crimes parce qu'elle dépend des États et de leur bon vouloir en termes de coopération avec elles. Vous avez parlé tantôt de l'expérience centrafricaine où vous avez été placé sur le terrain, n'est-ce pas? Pas encore. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ce que vous en connaissez de ce tribunal international en Centrafrique? Je pense que c'est un bon exemple pour le Congo parce que c'est le colonel Toussaint Montanzini qui est co-procureur international. Une fierté pour la République démocratique du Congo. Et voilà les têtes bien pensantes, ça ne manque pas. C'est une fierté, à l'instar du docteur Denis Mukwege. Donc voilà, ils sont nombreux comme ça, les Congolais qui sont dans les institutions internationales que nous saluons et nous encourageons. Merci, maître. Et donc voilà, à l'instar du Congo, il y a des forces vives au niveau interne et des chambres mixtes ont été constituées au sein des juridictions centrafricaines pour enquêter, poursuivre et juger les crimes de droit international pénal. Nous allons tenter de prendre depuis Kinshasa, la République démocratique du Congo, maître Innocent Kibundulu, avocat au barreau de Kinshasa Matete, qui va essayer de répondre à deux petites questions pour nous donner un peu comment est-ce que l'avocat congolais est en train de vivre et d'espérer cette expérience de la Cour d'une juridiction pénale internationale pour la République démocratique du Congo. Maître Innocent Kibundulu, bonjour. Comment expliquez-vous la timidité des réactions du gouvernement congolais, quand bien même que le président de la République s'était exprimé en faveur d'un tribunal pénal international le 11 novembre 2019 à Paris devant la communauté congolaise? Merci beaucoup de la question. Merci de l'intérêt que vous avez trouvé de m'associer à cette réflexion. Je pense que l'idée de créer un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, c'est une idée qui a pris corps depuis la lune de temps, depuis déjà les premières années de l'indépendance du pays, vu les atrocités qui ont suivi l'indépendance, vu les conflits interethniques qui ont sévi. Et déjà dans les années 60, 70, on parlait déjà de génocide au Congo. Et aujourd'hui, plus qu'hier, cette idée
devient de plus en plus, prend de plus en plus corps, puisque l'impunité bat son plein dans ce pays. Et on n'y arrive pas, malgré les bonnes intentions, malgré les pressions des organisations des droits de l'homme, les pressions des victimes, les pressions des conseils, des corporations des avocats. Eh bien, les gouvernants traînent les pieds et on sait pour deux raisons principales, à mon avis, puisque déjà, la plupart de ceux qui gouvernent le Congo se recrutent parmi les belligérants, donc parmi les auteurs des atrocités pour lesquelles il faut qu'il y ait une justice internationale, libre et indépendante puisse sévir. En deuxième lieu, je pense que le gouvernement congolais traîne les pieds puisqu'il a peur d'exposer des finances qu'il n'a déjà pas, en estimant qu'installer pareille juridiction va nécessiter de coûteux moyens qu'il n'a pas. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ils ne font pas assez d'efforts. Mais voyez, on cherche une chose et son contraire. On fait semblant de vouloir qu'il y ait une justice qui réprime des crimes les plus graves, les crimes prévus par le statut de Rome. On installe des chambres spéciales auprès des cours d'appel. Malheureusement, on ne donne pas à ces cours d'appel les moyens pour que ces chambres spéciales soient opérationnelles. Voilà encore un problème qui se pose. Donc, j'appelle de tous mes voeux que cette justice internationale voie le jour au Congo, que ce tribunal pénal international soit installé le plus rapidement possible. Deuxième question, Maître Innocent Kingbundulu. Dans le cadre du tribunal pénal international sur le Rwanda, il y aura Israël, juriste et sociologue, qui s'était rendu sur place, fait remarquer la présence de plusieurs nationalités, tant du côté du parquet, des juges, mais aussi des avocats québécois, britanniques, belges, kenyans et camerounais. Est-ce que l'avocat congolais est préparé pour affronter cette concurrence qui s'annonce pour la création, lorsqu'on va créer le tribunal pénal international? Les avocats congolais ne peuvent pas avoir peur de la concurrence. Vous savez, chers amis, il y a un travail très important fait depuis les années 2003, 2004, 2005, 2006 par là. L'association sans but lucratif Avocats sans frontières Belgique a formé des centaines d'avocats sur le droit pénal international. Et il ne s'est pas limité à les former, il les a largués sur terrain dans les enquêtes préliminaires de plusieurs dossiers qui sont à la CPI. Le dossier Germain Katanga, Kawamandro, que j'ai d'ailleurs géré personnellement, et des dossiers comme les dossiers de... C'est qui encore Martin Goudjolo. C'est des avocats congolais qui ont fait des enquêtes préliminaires. Donc, en dehors de ce travail, il y a aussi ce travail important de l'Association des juristes congolais et de la diaspora, Jurist Club, oui, qui a fait un travail énorme dans la formation, dans l'échange d'expériences, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous estimons assez outillés pour travailler, soit aux côtés, soit en face de n'importe quel avocat du monde. Vous avez vu au début du procès Jean-Pierre Bemba, il y a eu des avocats congolais qui ont fait le travail. Il y en a plusieurs autres qui sont encore dans les équipes de défense ou pour les victimes. Donc, ce n'est pas une question de peur, ce n'est pas une question de crainte, mais nous estimons que la profession d'avocat, c'est une profession qui est par essence exposée à la concurrence. Moi, je pense, à mon avis, que ça sera une très bonne chose d'échanger d'expériences avec des confrères d'autres cieux, de faire de nouvelles connaissances, de nouvelles relations, et puis voir autre chose, quoi. Donc, nous sommes très, très disposés à ce que les confrères d'autres pays viennent chez nous. Et on va croiser les fers ou on va défendre conjointement les clients communs. Voilà. En dehors de ça, c'est à moi de vous remercier pour cette initiative et de vous exprimer toute ma disponibilité toute le fois que vous aurez besoin de moi. Merci. Merci beaucoup, Maître Innocent Kingbundulu depuis Kinshasa. Nous vous remercions. Je reviens à vous, Maître Maryse, pour clôturer notre interview.
quel message vous pouvez apporter à cette population? Écoutez, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale en Europe, on s'est dit plus jamais ça. Et c'est terrifiant de constater les crimes qui sont encore commis aujourd'hui. Et mon message s'adressera plus aux forces vives congolaises pour que enfin les responsabilités politiques soient prises et qu'on puisse établir une juridiction qui juge et ne laisse pas impunis les crimes qui sont actuellement commis. Juris congolais en appelle à la conscience collective de toutes les filles et de tous les fils du Congo, loin de nous toute considération d'ordre politique, religieuse, ethnique, tribale, sociale ou régionale. Rangeons-nous derrière le président de la République et soutenons tous les efforts du docteur Denis Mukwege, notre prix Nobel de la paix, dans sa plaidoirie pour qu'à jamais la flamme du souvenir ne s'éteigne et puisse se transmettre aux générations futures. Pour les juristes, rien n'est plus révoltant qu'un sentiment d'impunité. L'impunité engendre la vengeance et la vengeance, c'est la pire barbarie humaine. Faisons de notre pays une société civilisée où règne la justice et la paix. Face à l'horreur, l'oubli est une capitulation, une seconde mort pour nos martyrs et un déshonneur pour nous d'être Congolais. Vous pouvez voir cette émission en allant sur notre site www.juriscongolais.org. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube Juris Congolais. Moi, je m'appelle Célestin Poutou. J'étais content de m'entretenir avec Maître Maryse Allier. Merci encore une fois pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Bruxelles et que votre cabinet est situé sur avenue Louise avec ce beau bureau qui nous reçoit aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas. Merci à Arnaud pour les images, pour le montage. Merci beaucoup à Priska. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un autre numéro et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.